Bonjour Jean-Marie Rouard. Bonjour Estelle. Merci de nous inviter chez vous, parmi vos livres, dans le cœur du 7e arrondissement, pour la sortie de votre nouveau roman, La maîtresse italienne. Donc, pour reconstituer le contexte, vous êtes académicien, auteur d'une quarantaine de romans et essais. Vous étiez le meilleur ami de Feu Jean d'Ormesson et descendant d'une illustre famille d'impressionnistes, peintres, compositeurs et écrivains, comme Manet, Berthe Morisot, Debussy, Paul Valéry ou Chausson. Donc, aujourd'hui, vous revenez sur le devant de la scène littéraire, pour la sortie de votre nouveau roman La maîtresse italienne. Alors, La maîtresse italienne, personnage réel ou imaginaire? La maîtresse italienne, en réalité, puisqu'elle a bien existé, s'appelait la comtesse Mignacci. Et elle est peu connue et elle a pourtant joué un rôle très important dans l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Parce qu'on a tendance à s'obséder sur la reconquête de la France par Napoléon pendant les 100 jours de 1814 à 1815, qui va se terminer par Waterloo. Mais on oublie que l'évasion de l'île d'Elbe de Napoléon a été également un miracle. Parce qu'il était donc enfermé dans l'île d'Elbe, et il y avait tout autour de lui des bateaux, des gens qui le surveillaient, de Corse Des Anglais aussi. et d'Italie. Et vraiment, il était sous haute surveillance. Sans compter au Congrès de Vienne, où on était en train de décider de son sort. Eh bien, comment a-t-il fait? Alors là, c'est là où intervient dans l'histoire ce personnage tout à fait fantasque. C'est que le colonel anglais qui était chargé de surveiller Napoléon, eh bien, a fait une excursion en Italie, toute proche, puisque c'est juste à côté de l'île d'Elbe, c'est à côté de l'Italie. Et il est allé à Florence et il est tombé sur une femme ravissante, très jolie, jeune, riche, qui vivait dans un petit palais à Florence. Et là, ça a été le coup de foudre. Il est tombé fou amoureux d'elle. Et c'est grâce au fond à cette femme, parce qu'il a un peu délaissé la surveillance de Napoléon, et de plus en plus, il est allé à Florence pour passer des nuits que j'imagine torrides avec elle. Et sachant cela, Napoléon a profité des moments où son geôlier faisait des escapades amoureuses pour partir et fausser compagnie à tous ceux qu'il surveillait. Voilà. Alors, c'est une réalité historique, au point que Pauline Bonaparte a dit « Si le nez de la comtesse Mignacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. » Vous savez, c'est une allusion à ce que disait Pascal de Cléopâtre, si son nez avait été plus long. Bon, mais c'est vrai qu'elle a joué un rôle très important. Mais ce qui est très curieux, c'est que les historiens ne se sont pas du tout intéressés à cette femme, alors qu'en fait, ils se sont intéressés à tous les épisodes de la vie de Napoléon. Et cette femme, ils l'ont complètement délaissée. Et c'est là où je crois que les écrivains, les romanciers, ne sont pas les concurrents des historiens. Moi, je ne suis pas un historien. Mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire que les historiens, eh bien, s'intéressent aux grandes avenues de l'histoire. Eh bien, moi, je m'intéresse aux routes secondaires, aux routes buissonnières. Je m'intéresse à des choses qui ont l'air moins importantes, surtout parce qu'ils touchent à l'amour. Et c'est vrai que le domaine du romancier, c'est la vie amoureuse. Et donc cette femme sur laquelle on sait peu de choses, tout le reste du livre est tout à fait historique, mais cette femme, eh bien, j'étais obligé de l'imaginer. Et je l'ai imaginée
selon l'image que je me fais d'une aventurière galante et très séduisante. C'est magnifique parce que dans vos livres, il y a toujours des histoires d'amour épiques, aventureuses avec des charmantes jeunes femmes et des hommes au destin assez incroyable. Et par rapport à la maîtresse italienne, c'est vrai qu'on peut imaginer des interactions avec Napoléon parce qu'elle est nimbée de mystères. D'ailleurs, tout au long de votre roman, on est tenu en haleine, on a envie de savoir d'où elle vient, parce que, en fait, vous, en tant qu'auteur, vous êtes presque omniscient. Il y a très peu de dialogue, mais on vit de l'intérieur avec une vision à 360 degrés parce qu'on pénètre la vision de chacun des personnages, comme dans une pièce de théâtre. Et donc, je me demandais, pourquoi avez-vous choisi, vous avez répondu un peu partiellement, mais quand même, pourquoi avez-vous choisi un pan de l'histoire napoléonienne où il est au moment de sa chute et non pas en pleine gloire? Eh bien, parce que tout est intéressant dans la vie de Napoléon. Et ça, on peut dire que de sa naissance jusqu'à son adolescence, jusqu'à ses premiers succès, tout est intéressant dans la vie de Napoléon parce que tout fait partie de la légende. Et il était d'ailleurs le premier à s'étonner de ce caractère formidable de la vie en général et de sa propre vie. Il disait, nous vivons, nous naissons, nous mourons dans le merveilleux. Et c'est vrai, tout est merveilleux dans la vie de Napoléon, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Eh bien, si j'ai choisi cette période de l'île d'Elbe, c'est que c'est peut-être la moins connue. C'est-à-dire qu'on a un peu délaissé, on connaît très bien la fin, Waterloo, on connaît Sainte-Hélène, on connaît beaucoup des épisodes de Austerlitz, le couronnement, voilà. Et ce qui m'intéressait, et parce que le romancier aime pouvoir se glisser dans des zones qui sont un peu des zones d'ombre, qui ne sont pas complètement éclairées. Et l'épisode de l'île d'Elbe fait partie de ces zones d'ombre. Et puis, ça me permettait de trouver un rôle de femme à la fois très séduisante et un peu méconnue. Donc, c'était pas prendre, ou bien Joséphine, qui est très connue, voilà. Et le romancier a besoin de prendre des personnages qui permettent à l'imagination de galoper. Et c'était tout à fait le cas pour cette comtesse Mignacci, qui en plus vivait dans un hôtel particulier dans cette ville de Florence, qui a également fait rêver. On reste toujours dans l'art d'ailleurs. Et par rapport à Napoléon, on découvre vraiment une personnalité, on l'appellerait aujourd'hui HPI, justement. Notamment, page 102, il y a un passage très intéressant parce que vous le décrivez ainsi. C'est un pragmatique et un visionnaire. Il n'a aucune idée préconçue. Son seul maître en matière d'action, les circonstances. Mais son but, sa vision, elle, n'a jamais varié. Et donc, vous qui avez fréquenté moult chefs d'État, présidents, est-ce que vous pensez que ce grand personnage napoléonien pourrait faire penser un peu à la conquête du pouvoir qu'a eu Emmanuel Macron? Alors, très difficile de comparer Napoléon avec d'autres personnages parce que il est exceptionnel. Il est exceptionnel dans une époque exceptionnelle. Et, disons, son parcours paraît un parcours anachronique. Et c'est ce qui est d'ailleurs assez étonnant et qui rajoute à la fascination qu'on peut éprouver pour lui, c'est qu'au fond, on a l'impression que c'est un personnage de l'Antiquité qui est tombé par miracle dans l'époque moderne. C'est-à-dire qu'à l'époque, au XIXe siècle, où on a l'impression qu'on ne pourra jamais revivre ce qu'ont vécu des gens comme Alexandre le Grand ou Jules César, eh bien, on a un nouveau Jules César qui apparaît. C'est d'ailleurs ce que disait Stendhal dans le début de la Chartreuse de Parme. Voilà. C'est que vraiment, on a le sentiment qu'il y avait ces deux personnages de César et d'Alexandre qui hantaient l'Antiquité, et que subitement, il y a un troisième personnage qui réapparaît 2 siècles plus tard, ou 3 siècles plus tard,
et qui fascine les peuples. Donc, vraiment, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Alors, Inégalable, après... en fait. C'est ça, vous voulez dire qu'il est vraiment inégalable, Non, Napoléon. on ne peut pas le comparer, ni l'époque dans laquelle il a vécu. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tous les gens qui ont une vie, et tous les chefs d'État, c'est une vie aussi exceptionnelle, parce que la conquête du pouvoir, soit qu'ils aient eu beaucoup de mal à conquérir ce pouvoir, comme François Mitterrand ou Jacques Chirac, soit ils aient pu le conquérir facilement, comme Nicolas Sarkozy ou comme Emmanuel Macron. C'est vrai qu'à chaque fois, on a le sentiment presque d'un miracle, qu'ils ont réussi formidablement grâce à leur habileté. Cela dit, je ne pense pas qu'on puisse les comparer avec Napoléon. C'est vrai qu'il y a toujours dans le pouvoir un caractère magique, parce que nous entourons le pouvoir, nous le nimbons de quelque chose d'exceptionnel, parce que nous sommes en France, et en France, il y a toujours un lien, mais pas seulement en France, partout, avec le religieux. On considère que, au fond, un personnage qui détient le pouvoir, c'est un personnage qui est favorisé par les dieux et qu'il a un lien particulier avec les divinités. Et c'est pour ça que vous savez que le roi de France se faisait sacrer à Reims. Et cette onction permettait de montrer qu'il était inspiré par Dieu. C'est le principe d'ailleurs de la monarchie. C'est le mérite par la naissance, alors que Napoléon, il a montré que, enfin, il n'était pas aristocrate en fait. Non, c'est l'inverse. Napoléon montre le mérite. Le mérite, parce que la monarchie, c'était la légitimité. C'est juste la légitimité de Dieu, de la naissance, c'est ça? D'accord. Et donc, c'est très intéressant parce que dans La maîtresse italienne, il y a aussi une lecture qui se profile par rapport à la construction de l'Europe. C'était une des visions de Napoléon pour unifier les grandes puissances comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse. À l'époque, on appelait ça la Prusse. Et donc, vous décrivez une société ébranlée où les idées progressistes de la Révolution s'insinuèrent dans les esprits. Donc, à notre époque, comment percevez-vous le monde politique qui nous entoure, en fait? Alors, c'est vrai que l'époque que j'évoque dans ce livre, l'époque post-révolutionnaire, et il faut voir à quel point la Révolution a déstabilisé complètement toutes les monarchies. Parce qu'un nouveau principe est intervenu, c'est le principe du mérite et le principe de la démocratie. Donc, il faut voir à quel point toute cette Europe monarchique est déboussolée par les idées de la Révolution. Et ce qui est très intéressant dans la période dans laquelle je m'occupe, c'est que les puissances, après la chute de Napoléon, et qui est vue comme un soulagement pour ces puissances qui veulent maintenir un ordre ancien, c'est-à-dire l'ordre de la légitimité, ils vont se réunir à Vienne, au fameux congrès de Vienne, et ils vont essayer de s'organiser pour chasser les idées de la Révolution. Et ils vont constituer ce qu'on va appeler la Sainte Alliance. Et cette Sainte Alliance, c'est vraiment chasser l'esprit révolutionnaire de tous les peuples. Mais est-ce que c'est possible? Non. En fait, il y a eu une évolution qui a fait que les idées de la Révolution française et leur légitimation par Napoléon vont s'ancrer profondément dans les esprits. Et ce congrès de Vienne va être une sorte d'étouffoir sur les peuples pour essayer de leur faire oublier les idées révolutionnaires et surtout les conquêtes révolutionnaires, parce que dans la Révolution, il n'y a pas eu que de belles choses, il y a eu des massacres effroyables, mais il y a eu un beau principe qui est celui du mérite. Et on va voir que, en réalité, en dépit de ce mouvement un peu rétrograde de la Sainte Alliance, eh bien, 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1848, les peuples vont faire éclater cet accord artificiel. Et donc,
on va revenir aux idées démocratiques, on va revenir aux idées révolutionnaires. Voilà. Donc, mais ce qui est passionnant, c'est de voir comment c'est un mouvement, cette époque, celle que je décris dans mon livre, c'est vraiment la période où on tente une dernière fois, les monarchies tentent une dernière fois de se maintenir, de maintenir ce principe de la légitimité contre le principe du mérite. Ah, c'est très intéressant. Parce que on le sent en fait avec le personnage bourbonien. C'est Louis XVIII, exactement. Et donc, pour rédiger La maîtresse italienne, on sent qu'il y a énormément de travail de recherche, c'est très documenté, il y a des anecdotes qu'on ne trouve pas dans nos manuels d'histoire classiques. Est-ce que vous êtes rapproché, par exemple, de la Fondation Bonaparte ou des descendants de l'empereur, comme la famille du prince Murat, par exemple? Non, vous savez, ça fait très longtemps que je me passionne pour Napoléon. Je fais partie du jury de la Fondation Napoléon, mais j'avais écrit une biographie de Napoléon, la destinée. Donc j'ai toujours un peu fureté dans l'épopée napoléonienne. En effet, vous avez raison de le dire, pas comme un historien. Moi, je suis un homme plus léger que les historiens, peut-être un peu plus futile, et j'aime les anecdotes, j'aime les histoires amusantes, j'aime la vie. Parce que quelquefois, les historiens, avec toutes leurs compétences et leurs livres remarquables, eh bien, ils sont quelquefois un peu éloignés de la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est comment les gens ont aimé, comment les gens se sont trompés, comment ils se sont quittés. C'est ce caractère éternel, immortel de la vie dans l'histoire. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est vrai que j'ai fureté dans l'histoire, j'ai récolté les anecdotes, mais j'ai pas fait ce livre, disons, c'est pas un livre laborieux, c'est un livre où je n'avais pas pris beaucoup de notes, mais j'avais essayé de retenir tout ce qui me paraissait piquant et amusant. C'est ainsi que, au moment du congrès de Vienne, je suis tombé sur un livre passionnant, qui est le livre qu'on a écrit à propos du ministre de la police de Vienne, le comte Ager. Et Ager, eh bien, il recueillait, il fouillait il faisait fouiller par ses sbires dans toutes les poubelles, il écoutait aux portes et il essayait de réunir tous les documents qui pouvaient l'intéresser. Et parmi ces documents, bien entendu, il y avait les lettres d'amour, il y avait les rendez-vous secrets, il y avait les concurrences de maîtresses auprès du tsar, auprès de l'empereur d'Autriche. Et on se rend compte que tous ces gens, à la fois, travaillaient énormément pour refaire la carte de l'Europe, mais le soir, ils passaient leur temps à danser, et leur nuit, des nuits vraiment à aller retrouver leurs maîtresses. Et quelquefois, ils avaient des crises de jalousie parce que ces maîtresses pouvaient aller de l'un à l'autre. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à cet aspect très vivant du congrès de Vienne, qui est un congrès à la fois politique. Et aujourd'hui, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas une réunion à l'ONU avec que des gens qui passent leur temps à faire de la danser, souper, à s'amuser et passer des nuits torrides avec des courtisanes. Donc, voilà, c'est ce côté de cette époque qui est très, au fond, très XVIIIe siècle. C'est tout à fait fascinant parce que on sent à la lecture de vos œuvres, en fait, que vous êtes passionné voilà, par l'amour, la vie, la Russie notamment, et l'aristocratie, et le côté, comment dire, le côté réussite sociale, en fait, la réalisation de soi. Donc, la maîtresse italienne n'échappe pas à la règle. Et il y a juste une notion, enfin après c'est un avis personnel en fait, une notion qu'on ne retrouve pas parce que souvent dans vos romans il y a toujours ce côté, il y a un personnage qui est un petit peu suicidaire sur les bords, et là dans La maîtresse italienne c'est juste survolé. Donc c'est assez marrant. Qu'est-ce qui vous attire aussi sur cette notion, sur cette thématique?
Écoutez, c'est vrai que j'ai souvent parlé du suicide, j'ai évoqué un certain nombre de personnages, parce qu'il faut dire que j'avais écrit un livre il y a très longtemps, dans les années, Un essai un peut-être? essai qui s'appelait Ils ont choisi la nuit sur le thème du suicide. Mais enfin, vous savez, moi, quand j'écris un livre, je ne décide pas quel va être le personnage, est-ce que le personnage va se suicider ou pas. Là, il se trouvait que ça ne rentrait pas, les personnages que j'évoquais, dont beaucoup sont réels. Ils sont tous réels d'ailleurs. Comme Nell Campbell, le héros, il est Oui, bien oui, ils réel, sont la tous. comtesse Campbell aussi. est vraiment un personnage. Genre, Mm. j'ai donné tous les éléments, mais je les ai réorchestrés, je ne dis pas d'une façon amusante, mais d'une façon littéraire. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un manuel d'histoire que j'ai voulu écrire vraiment un roman, mais sur des faits vrais, mais que j'ai interprétés. J'ai interprété comme si vous voulez, un pianiste peut réinterpréter la musique qu'il joue. Voilà. Et j'ai essayé à chaque fois de montrer ce caractère très très humain de l'histoire. Parce que l'histoire, quand on la lit plus tard, eh bien, elle est un peu desséchée. C'est un peu desséché et je crois que c'est important. Et puis, il y a un autre élément que j'ai essayé de rendre, c'est la vie. La Mm. vie, parce que on voit, nous, l'histoire toute faite. Mais vous savez ce que disait Napoléon sur l'histoire? Il disait l'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus. Eh bien, en effet, il y a toute une part de mensonge dans l'histoire, et j'ai essayé de le montrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour préparer en fait notre interview, après je vais monter, ça c'est en off. Pour préparer l'interview, j'ai posé quelques questions aux descendants de Napoléon, notamment aux membres de la famille Murat, et ils m'expliquaient que en fait, quand Napoléon était sur l'île d'Elbe et à Sainte-Hélène, il y avait, alors, est-ce que c'était le, le général Campbell, certaines personnes étaient chargées d'écrire, en fait, comment dire, ces anecdotes sur ces derniers moments de la vie. Et donc, les Anglais ont voulu s'approprier les écrits. Au début, il y avait 800 pages et ensuite, Non, mais ça c'est pas du tout la triplé. même période que. C'est pas la Non, même période. non, non, ça c'est Sainte-Hélène. Ça, Pas du c'était à tout. Sainte-Hélène. Non, c'est pas du Donc, tout. c'est Ouais. pour ça, comme vous dites, que l'histoire peut être réécrite. Non, C'était pas du tout. vraiment le cas. Non, c'est pas ça. C'est que. Vous êtes au courant de cette anecdote? Ouais, bien sûr. Mais non, la période de l'île d'Elbe, il y a eu très peu de livres écrits sur l'île d'Elbe. Voilà, parce que c'est une période qui n'est pas aussi spectaculaire que celle de la période de Sainte-Hélène, où en effet, il y a eu des personnages qui étaient là, qui a pris en note beaucoup des discussions qu'il a eues avec Napoléon. Donc, c'est ce qu'on a appelé le mémorial de Sainte-Hélène, voilà, qui sont le récit de Napoléon, de sa vie, voilà. Mais ce n'est pas du tout le cas à l'île d'Elbe. À l'île d'Elbe, il a très peu parlé, et ça a duré d'ailleurs assez peu de temps, puisque ça a duré 1 an, son séjour, et c'est une période beaucoup moins connue, spectaculaire, que la période de Sainte-Hélène. Très bien. J'imagine que vous avez été voir le film de Ridley Scott, Napoléon. Donc, quel est votre avis en tant que romancier, en tant que président justement du club napoléonien? Non, je ne suis pas président, je suis simplement un amateur de Napoléon. Eh bien, mon point de vue, c'est que, vous savez, il faut pas être trop sévère sur ce qu'on fait. C'est très difficile de faire un film sur Napoléon. C'est vraiment un pari presque impossible, parce que c'est une épopée tellement exceptionnelle qu'avec les moyens, disons, une caméra, c'est très difficile de rendre la légende. J'ai trouvé qu'il y avait des beaux passages et des passages un peu ridicules, que les scènes d'amour étaient un peu grotesques et que le metteur en scène n'a pas saisi quelque chose qui, à mon avis, était très important. C'est l'amour de la grandeur. L'amour de la grandeur qui domine Napoléon
et L'ambition, en fait. l'ambition de la postérité. C'est pas un homme qui veut faire une conquête, Dans le il ne veut pas se présent. maintenir au pouvoir. C'est là où peut-être la grande erreur qu'on fait à son sujet. On a l'impression que c'est un homme qui veut s'accrocher au pouvoir. Non, pas du tout. Il veut réaliser une légende qui nourrira l'imagination de tous les gens qui lui succéderont, et il y a parfaitement réussi. Donc, ce film, je trouve que ça se laisse voir. C'est un film qui est, je vous dis, avec des scènes de bataille qui sont assez belles, et puis des passages un petit peu ridicules. Mais je trouve qu'il ne faut pas s'acharner sur ce film. Non. Il a le mérite d'exister. Et Il d'avoir a le intéressé mérite les d'exister. Américains. Mais ce qu'il y a de très intéressant Mhm. dans ce film, ce sont les conséquences, et de voir à quel point il a pu irriter un certain nombre de Français. Et s'il a irrité des Français, c'est que les Français sont au fond très Napoléon. Le peuple français est au fond nostalgique de Napoléon, admiratif de Napoléon et fasciné par Napoléon. Donc, et beaucoup de jeunes, notamment. Beaucoup de jeunes, les jeunes vraiment, et les Français vraiment qui se sont un peu indignés du film. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre que, au fond, Napoléon ne peut pas être abîmé. C'est une légende tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas l'abîmer. On peut simplement que, justement, provoquer des réactions. Et c'est très bon. Vous savez, il n'y a rien de pire que les morts dont on ne parle plus et qui ne provoquent plus aucune réaction. Un mort qui provoque des réactions, des passions, ça prouve qu'il est toujours vivant. Et moi, il me semble que c'est ça qui est exceptionnel chez Napoléon, c'est qu'il y a une telle dimension de légende, c'est que cette légende l'emportera toujours sur la réalité, sur les critiques. Alors, bien sûr, ce film voudrait nous faire croire que Napoléon est un homme sanguinaire et qu'il a été la cause de beaucoup de centaines de milliers de morts. C'est pas complètement faux, mais il faudrait le contextualiser. La guerre, dans ces époques-là, était beaucoup moins meurtrière que la guerre moderne. Et je vous signale que Napoléon a fait moins de morts que la guerre de 14. Que la guerre de 14 qui a fait énormément de morts. Et je ne parle pas de la guerre de 40 qui a entraîné sur le plan européen des millions de morts. Donc, les démocraties et la République a été tout autant capable que Napoléon de provoquer 1 500 000 morts. Donc vous voyez, ça ne tient pas uniquement à Napoléon. Napoléon s'est trouvé l'héritier de la Révolution, et là, comme héritier de la Révolution, il y a un certain nombre de guerres, notamment avec l'Angleterre, parce que, contrairement à la légende, c'est pas lui qui a provoqué l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui ne voulait pas de Napoléon. Elle ne voulait pas, elle voulait un pouvoir légitime, elle voulait le roi de France, elle ne voulait pas que la naissance, quoi, comme voilà. Ce que vous disiez au début. Et c'est l'Angleterre qui a rompu la paix d'Amiens, et c'est elle qui a voulu la guerre. Donc, il ne fallait pas le chercher beaucoup, Napoléon, quand on voulait la guerre. C'est sûr qu'il a répondu immédiatement. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un certain mépris de classe que vous arrivez en plus à restituer dans La maîtresse italienne, entre le côté noblesse, aristocratie et parvenu, si on peut dire. Notamment quand vous décrivez aussi le bras droit de Napoléon au niveau de la guerre, le Murat. Donc, au niveau des descriptions, je cite « Hâbleur, arrogant, exhibitionniste, il parodie les attitudes en les forçant jusqu'au ridicule, de celui auquel il doit tout. » Et un petit peu plus loin, par contre, on découvre une autre psychologie du personnage. Empirique, instinctif, intuitif, il devine l'action à mener. Alors rien ne l'arrête. D'une fougue inépuisable, d'une bravoure sans exemple, il affronte la mort sans compter. Comme un homme qui n'a rien à perdre, alors que tant d'autres, dans sa situation, ménageraient leurs arrières. Donc, on revient au côté méritocratie qui transpire. Le personnage de Murat, en effet, c'est très facile de le caricaturer. Et il a des côtés, en effet, c'est un homme qui est multiple. Il est multiple parce que c'est un homme
au combat d'un courage exceptionnel, un meneur d'hommes, mais en même temps, il n'a pas les qualités de Napoléon, parce que ce n'est pas un stratège, et surtout, ce n'est pas un homme d'État comme Napoléon. Il n'a pas ce bon sens de l'État, cette intelligence des circonstances que peut avoir Napoléon. Donc, c'est un homme qui est multiple. Il est à la fois très bon à la guerre, très bon quand il s'agit de se battre, mais en même temps, il a des faiblesses dans d'autres domaines. Enfin, c'est très humain. Vous savez, bon, les hommes très complets, ce qui pêche chez Murat, c'est qu'on le compare à Napoléon, puisqu'il est son beau-frère, il est le beau-frère de Napoléon. Mais, disons, c'est un homme quand même exceptionnel. Faut pas. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette époque, c'est de voir à quel point la Révolution, et c'est le point positif de la Révolution, a permis à des hommes qui n'auraient jamais pu faire carrière, qui seraient restés obscurs, de se révéler et de montrer leur talent. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut replacer l'épopée napoléonienne dans cette sorte d'enthousiasme qui a animé le peuple français, en se rendant compte que subitement on lui ouvrait les portes de la gloire. Et donc c'est pourquoi vous n'avez jamais eu une plainte de la part des officiers de la Grande Armée, et ils ne se sont jamais plaints du froid, de blessures. Non, parce qu'ils ont considéré que c'était une aventure tout à fait exceptionnelle. Et donc justement, en termes d'aventure exceptionnelle, vous avez aussi un point commun avec l'empereur Napoléon Ier. Vous adorez la Corse. Donc quel est votre lien avec l'île de Beauté? C'est vrai que j'aime beaucoup la Corse, j'ai une maison en Corse et je trouve que c'est un pays très beau, mais qui ressemble à la France d'ailleurs, parce qu'il y a cette variété de paysages en Corse qui est un peu comme le cas de la France. Qui est la France aussi, la Corse en même temps. Pardon? C'est la France en même temps. Mais oui, non, bien sûr, c'est pas le cas de la France. Je ne dis pas le contraire, mais je dis c'est le point commun avec peut-être la France, l'Hexagone, d'avoir une variété de paysages extraordinaires. Mais et il se trouve que j'ai ma maison est en face de l'île d'Elbe, donc c'est un hasard, c'est une curiosité. Mais symboliquement, et je crois que la vie est chargée de symboles, c'est pas par hasard si j'avais choisi cette maison et qui me permet de voir dans le lointain, de voir l'île d'Elbe, comme Napoléon lui-même, quand il était à l'île d'Elbe, regardait dans le lointain eh bien, son île natale, qui était la Corse. C'est magnifique. Donc, dernière question. Pour rédiger cette incroyable fresque épique et romantique, comment avez-vous travaillé? Combien de temps? À partir de quels matériaux? Dites-nous tout, monsieur Jean-Marie Rouart. Vous savez, il y a une chose très curieuse pour un écrivain, en tout cas pour moi, c'est que quand j'écris, je n'ai jamais l'impression de travailler. J'ai l'impression qu'à partir du moment où l'idée du livre s'est imposée à moi, qu'il y a une sorte de maturité de l'imagination et de l'inconscient, eh bien, je me mets à ma table, j'écris, d'ailleurs ma table, où ça peut être dans l'autobus, ça peut être... dans le métro? Pas dans le métro, parce qu'il y a trop de monde, mais en tout cas, et que, disons, c'est à la fois une souffrance et un bonheur. Alors c'est très difficile à expliquer, parce que c'est une souffrance dans la mesure où j'ai toujours peur de dire des bêtises, d'être banal. Vous savez, il y a quelquefois, dans l'esprit, il faut chasser la banalité et le conformisme et écrire des choses qui ont déjà été dites. Voilà, ça c'est et donc ça c'est une souffrance parce que il faut chasser de soi les sottises qui encombrent votre esprit. Donc ça c'est une souffrance, mais en même temps c'est un bonheur parce que il y a un bonheur général en ce qui me concerne, c'est d'avoir le privilège d'être un écrivain publié, ce qui est très difficile. Et c'était le but de ma vie. Le but de ma vie, c'était pas de rentrer à l'Académie française, pas d'avoir le prix Renaudot, le prix Interallié. Bon, vous entrez au Figaro? D'être directeur du Figaro littéraire. Non, mon rêve, c'était d'écrire et d'être publié. Parce que si vous n'êtes pas publié, vous n'êtes pas vraiment un écrivain, vous vous sentez marginaux.
Et ça, rien que ça, c'est disons, c'est un privilège que je savoure. Donc, je savoure encore le prix. Hein, Chez Gallimard, entre voilà. autres. Et donc, et puis ensuite, il y a un élément aussi qui est une grande jouissance, c'est de se dire que ce travail d'écriture qu'on entreprend, on a une sorte d'illumination, d'enthousiasme qui vous met au contact avec les puissances, disons, occultes, et en même temps qui vous relie à tous les grands écrivains qui ont écrit. Eh bien, que ce soit Balzac, que ce soit Stendhal, que ce soit Dostoïevski ou Tolstoï, eh bien, vous participez, comme eux, à cette grande entreprise de la vie de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, parce que même si vous n'avez pas leur talent, et je ne dis pas que j'ai leur talent, je suis bien de rien inférieur, mais en tout cas, je vis avec eux. Je vis avec eux et je comprends à ce moment-là, comme une sorte de passion partagée, leur souffrance et leur bonheur. Et ça, c'est extraordinaire parce que, vous savez, la littérature, c'est une grande fraternité de gens qui ont vécu avec le même enthousiasme pour le même idéal. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a un très grand prix. Et c'est pourquoi, même dans les moments de doute, les moments où je me dis que je suis nul et que mes livres sont mauvais, eh bien, je me rattache à cet espoir et à cette chance de pouvoir partager avec des grands esprits ce qui a été le grand travail de leur vie. Ah, c'est vraiment émouvant. C'est comme une fraternité immatérielle, spirituelle, intellectuelle. Une bibliothèque. Bon, eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui prêtent à réfléchir, Monsieur Rouard. Merci, Estelle.